Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui, ravi parce que nous allons recevoir aujourd'hui une coach exceptionnelle. D'ailleurs, rien que l'appellation Life Coach vous dit déjà qu'il y a quelque chose d'inhabituel, rien que dans le nom. Annabelle Kerboal, bonjour. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons d'abord, dans un premier temps, faire connaissance avec vous et puis vous allez nous dire la façon dont vous voyez le monde. Et cette façon-là, à la fois à quelques points sombres, mais également d'autres pleins d'espoir et vous nous montrerez le chemin. Qui êtes-vous tout d'abord? Life Coach, dites-nous, de quoi s'agit-il? Alors moi je m'occupe de la vie. je m'occupe de la vie des gens, c'est-à-dire que je suis passionnée par la vie dans ce qu'elle contient de merveilleux, mais aussi de souffrance, en effet. J'ai toujours été, et très très tôt, questionnée par la notion de souffrance et de bonheur, de plénitude. J'ai vu beaucoup de personnes souffrir autour de moi et se faire souffrir. Et je crois que ça me taraude depuis toute petite. Et j'ai aussi, de par ma personnalité, je pense, et également des influences familiales, une grande capacité à l'écoute. Donc on vient me chercher très souvent pour me confier des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre et en me demandant à voir plus clair. Alors évidemment j'en ai fait mon métier, donc j'accompagne l'humain dans sa vie avec un grand V et dans la vie d'un être humain il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de choses difficiles aussi et je suis là pour accompagner ces étapes le mieux possible. Voilà. Approfondissons, vous dites mon entourage familial également m'a aidé à apprendre à écouter. Que font vos parents? Quelle était l'ambiance à la maison telle qu'on venait vous parler pour être écouté? Alors moi je suis d'une famille où on est soignant ou enseignant et je suis en effet à la croisée des deux. Donc mes parents étaient dans le médical, sauver des vies, on peut le dire. Donc j'ai été aux premières loges de ce type de souffrance-là, mais aussi j'ai donc eu des parents très pris et très indisponibles émotionnellement pour mes besoins émotionnels et ma sensibilité d'enfant. Et il a donc fallu que je trouve des solutions moi-même pour pouvoir m'adapter à une situation familiale où les personnes étaient beaucoup dans l'action, dans la performance, tournées vers les autres, mais pas beaucoup vers nous en tant qu'enfants. Quel est le déclic ou les rencontres, je ne sais pas, qui ont fait que petit à petit, vous avez pris une trajectoire qui s'est rapprochée de la life coach que vous êtes aujourd'hui? Si on remonte il y a 15 ans, que s'est-il passé pour qu'à un moment donné, vous preniez cette direction? Je crois que j'ai été, comme peut-être de nombreuses personnes, j'ai été en réaction à mon environnement quand j'étais jeune adulte, en essayant de tout faire par moi-même et de rentrer dans les cases de ce que la société nous demande, de vivre et travailler à Paris, de travailler dans une grande entreprise, de réussir, etc., etc. Et puis en fait, tout ça ne m'a pas beaucoup réussi. Et c'est en devenant maman, c'est un peu classique, hein, mais c'est en devenant maman que j'ai accédé à quelque chose de plus doux et de plus profond en moi, qui me demandait de m'arrêter, d'être vraiment dans l'introspection et dans une très grande honnêteté vis-à-vis de moi-même pour pouvoir guérir des blessures qui donnaient des comportements réflexes qui ne m'allaient pas et pouvoir devenir une autre version de moi-même que je ne connaissais pas. Et dans ce processus-là, étant d'une bonne écoute, étant sensible, empathique, sensible à ce que les autres vivent, il est apparu naturel de faire ça aussi, d'en faire mon métier. Autrement dit, encore une fois, vous dites ma famille était là, mais il y avait un certain nombre d'inconvénients, notamment mes parents n'ont pas toujours été là au moment où moi j'en avais besoin. Et de cela, vous en avez nourri en tous les cas quelque chose de nouveau et notamment qui s'est manifesté à nouveau lorsque vous êtes devenue maman. Vous avez dit, je reprends vos termes, quelque chose de beaucoup plus doux, à partir de quoi ceci vous a orienté de façon plus déterminée encore vers la life coach que vous êtes aujourd'hui.
Voyons ensemble le regard que vous portez sur notre société. Vous dites, notre société finalement est pleine d'une grande contradiction. D'un côté, elle nous dit en permanence, où que l'on regarde, soyez heureux, veillez à votre bien-être, faites en sorte d'être bien, soyez confortable, etc. D'un côté, c'est ça, et de l'autre côté, dites-vous, mais on n'est absolument pas équipé pour réaliser cela. C'est ça l'idée? Oui, c'est cela l'idée. Et puis, l'idée, c'est aussi d'entendre ce qui se dit officiellement et officieusement. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de personnes exprimer du mal-être, de l'angoisse, de l'isolement, une désorientation, un manque d'enthousiasme, un manque de sens, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans son rapport à soi-même, à son corps, à sa spiritualité. On voit quand même une explosion de maladies et troubles psychiques et physiques. Hein. Les consultations de psychologues sont pleines, les salles de médecins et de spécialistes aussi. Le niveau de stress a atteint des sommets dès le plus jeune âge. Hein. Les enfants de 10 ans consultent pour cela. Donc, il y a en effet quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire. Et il y a une injonction globale au bien-être, bien se nourrir, être musclé, ne pas être en surpoids, ne pas être malade. Maintenant, c'est la longévité, hein, vivre vieux et en pleine santé, qui en fait crée un nouveau stress finalement. Et je vois en effet vraiment une dissonance dans tout cela. Et nous sommes au milieu, dans cette friction qui est désagréable, douloureuse. Et j'accompagne les personnes à comprendre ce qui se passe et comment est-ce qu'elles veulent fonctionner, en fait. C'est vraiment aussi remettre de l'intention et de l'intentionnalité dans sa vie. Comment est-ce que j'ai envie de fonctionner dans cette vie que j'ai? Plongeons au cœur de votre cabinet. Nous sommes dans l'intimité d'une relation, ne citez pas la personne bien sûr, mais que viennent vous demander ces femmes et ces hommes qui viennent vous consulter, qui à un moment donné prennent contact et prennent rendez-vous? Alors, on est dans la relation d'aide, c'est-à-dire une relation de confiance. On est dans l'intimité, c'est-à-dire que tout peut se dire. De personnes qui arrivent à un moment donné de leur vie et qui, peut-être le diront comme ça, n'en peuvent plus. Alors, ça peut être, je n'en peux plus de cette situation dans mon travail, je n'en peux plus de cette situation dans ma famille, je n'en peux plus de ces symptômes que j'ai et qui m'handicapent au quotidien, je n'en peux plus de me réveiller la nuit avec des angoisses et des pensées obsessionnelles, je n'en peux plus de m'isoler ou d'être mal à l'aise à un dîner entre amis. En tout cas, le je n'en peux plus est très important parce que il annonce le changement. Et c'est là où moi j'interviens. En tout cas, moi je ne fais pas le changement à la place, évidemment, mais je dois entendre ce je n'en peux plus pour pouvoir mettre en place tout ce qui va permettre à la personne de comprendre pourquoi elle en arrive à cette étape-là de sa vie, parce qu'il y a évidemment une genèse, et vers quoi est-ce qu'elle veut aller maintenant, et ensuite comment est-ce qu'on y va, parce qu'il y a plusieurs options différentes. Je reprends d'un côté la société qui nous dit, je vais le formuler encore autrement, prenez soin de vous. Et d'un autre côté, vous dites, moi je reçois des personnes qui, pour 1000 raisons différentes, bien sûr, et selon des trajectoires et des parcours différents, me disent, je n'en peux plus. Alors, est-ce qu'on est équipé pour pouvoir prendre soin de soi? Alors, on est souvent beaucoup plus équipé à prendre soin de son véhicule, de son habitat, des autres, d'une amie, d'un ami qui nous appelle et qui ne va pas bien et qui va s'épancher pendant des heures et que l'on va écouter, d'un parent âgé ou malade. En revanche, prendre soin de soi, c'est-à-dire inverser ce flux vers les autres et le retourner vers soi-même, ça arrive finalement assez peu. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, où on a
dépenser, déployer beaucoup d'énergie, de cœur, de talent pour les autres, professionnellement et personnellement, que reste-t-il pour nous? Souvent, en tout cas c'est ce que toutes les personnes que j'accompagne me confient, souvent il ne reste pas une minute pour elles-mêmes en fin de journée. D'accord? Donc ça, c'est évidemment, comment peut-on vivre en équilibre si nous ne nous donnons rien? Qui aurait dû nous apprendre cela? Qui aurait dû nous apprendre à prendre soin de nous quotidiennement, finalement? Oui, en effet, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris et c'est quelque chose que nous devrions apprendre quand nous sommes petits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à toutes les mamans qui attendent un bébé ou qui ont un tout jeune enfant, quand vous prenez soin de lui et de ses besoins, vous lui apprenez plus tard à prendre soin de lui et de ses besoins et être autonome. Malheureusement, ça n'est pas du tout le discours que les psychiatres diffusaient il y a 50 ans, 80 ans, etc. Donc avant, on disait plutôt qu'il ne fallait pas écouter les besoins de l'enfant. Il fallait le laisser crier, il fallait le laisser pleurer, il fallait l'endurcir. On était après-guerre, et on l'est toujours, on est toujours marqué par cela. Il fallait endurcir le petit être humain. Donc ne pas répondre à ses besoins, notamment émotionnels et affectifs. Donc évidemment, quand on a eu ces parents-là qui sont passés par tout cela, eh bien, comme moi je l'ai vécu aussi, on a pu avoir des adultes qui se sont occupés de nous et qui étaient très pris et donc très stressés par leur travail, par leur charge, par leur responsabilité, par leur rôle, et n'étaient pas forcément très à l'écoute ou disponibles, ou ne voulaient pas l'être parce qu'on leur avait dit que ça ferait de leurs enfants des êtres mous et trop fragiles aux besoins, et notamment émotionnels et affectifs de leurs enfants. Et ça, évidemment, quand nous nous traitons aujourd'hui comme nous avons été traités, si on n'a pas été disponible pour mes besoins affectifs et émotionnels, il y a de très grandes chances qu'aujourd'hui, je ne sois pas disponible pour moi, pour mes émotions et mes besoins affectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être coupée de mes émotions et de mes ressentis. C'est-à-dire que je ne sais pas à un instant T ce que je ressens comme émotion. Donc je ne peux pas m'en servir, puisque les émotions sont des messagères et des alliés, et c'est des boussoles qui nous permettent de naviguer la vie. Donc je n'ai pas accès à tout cela. Donc cela va créer une insécurité intérieure. Ça peut créer aussi une désorientation, c'est-à-dire je ne sais pas bien qui je suis, je ne sais pas bien ce que je veux, je ne sais pas bien qu'est-ce qu'un bon choix, qu'est-ce qu'un mauvais choix pour moi. Et je me rends, je suis indisponible pour moi-même, donc j'ai de grandes chances aussi de nouer des relations affectives avec d'autres qui ne vont pas être disponibles pour moi non plus. Vous dites, ce sont les parents essentiellement qui auraient dû nous apprendre à prendre soin de nous. Je pose des questions. Les parents, certes, mais enfin, à un moment donné, l'enfant est à l'école. Est-ce que notre système d'éducation devrait prendre en considération également cet aspect-là, c'est-à-dire apprendre aux enfants, mettre à l'écolage nos enfants de la bonne disposition à son propre égard? Donc, l'école. Et puis peut-être les associations, j'entends par association, ce sont toutes les associations sportives ou autres d'ailleurs, qui à un moment donné accueillent cette même enfance. Ne pourrait-elle pas aussi, ne doit-on pas aussi les considérer comme étant en charge de cette capacité à nous apprendre à prendre soin de nous-mêmes? Ce sont des questions ouvertes. Oui, tout à fait. Et en même temps, les besoins émotionnels et affectifs sont évidemment portés vers les parents. Évidemment, en premier lieu la mère, ensuite le père. Vous faites une distinction entre les deux. Oui, sur ce point-là, en tous les cas, oui, il y en a une. Oui, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le soin que la maman donne à son enfant, puisqu'il vient de son corps, il y a en effet un lien beaucoup plus direct et un temps
passer au contact du corps de la maman qui est plus long, évidemment. Donc, mais cette maman n'a pas pu toujours être disponible, évidemment. Elle peut être en dépression. Il y a beaucoup de dépression après un accouchement. Et souvent, par le passé, très peu ou pas du tout prise en charge. Il peut y avoir des problèmes financiers, il peut y avoir un membre de la famille qui tombe malade. Enfin, la vie, hein, la vie comporte beaucoup d'épreuves et d'étapes de souffrance, et tout cela a un impact sur la présence et la capacité d'un parent à être présent à son enfant. Évidemment, on peut être présent à son enfant en faisant les choses comme ça de façon un peu réflexe, automatique. Moi, j'avais une maman qui était vraiment là physiquement et qui s'occupait vraiment des repas, de la maison, etc. Pour autant, elle était indisponible émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas disponible émotionnellement pour elle-même. Donc évidemment qu'elle ne pouvait pas l'être pour nous. Donc oui, on pourrait en effet dire que bon, le but de l'école est plutôt l'instruction aujourd'hui et non pas l'éducation. Donc ça, en effet, ça peut se transformer. Ça se fait dans d'autres cultures, évidemment. Je vous interromps, mais enfin quand même l'école se charge aussi de l'éducation sexuelle. Il y aurait peut-être une importance relative assez assumée à pouvoir dire on va vous apprendre aussi à prendre soin de vous. Je suis provocant dans ce que je dis. Non, je me trompe? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les enseignants sont des enfants et ils sont des parents. Les entraîneurs sont des enfants et sont des parents. Donc on en revient toujours à l'enfant finalement que nous avons été ou que nous avons. Et cette appréciation de comment est-ce qu'on a pris soin de mes besoins émotionnels et affectifs. Mais cette réflexion son objectif n'est pas de mener à une accusation et à un procès des parents, évidemment. Je suis parent, vous êtes parent, Thierry. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un métier qui est très difficile. On n'a pas de feuille de route, on n'a pas de mode d'emploi. Et il y a peut-être voilà, des choses en tout cas à faire évoluer et en tout cas avoir la volonté de regarder les choses en face, d'accepter et d'assumer ce qui a été. Il y a eu des choses, des bonnes choses, mais il y a eu aussi beaucoup de carences, évidemment, puisque tout ce qui s'est passé pendant la période où notre cerveau se développait, je rappelle que c'est jusqu'à nos 26 ans, donc ça fait long, et donc tout cela s'est beaucoup passé en famille, a une importance capitale sur nos réactions et nos comportements réflexes automatiques une fois adultes. Je résume là encore. Vous dites la capacité à apprendre à l'enfant à prendre soin de lui-même se fait par cercle excentrique. Le plus concentré, c'est d'abord la maman, dites-vous, et c'est en raison du contact et du temps qu'elle va passer avec son enfant, de façon extrêmement privilégiée et naturelle. Vous dites le père, bien sûr. Le cocon familial est également ensuite le cercle un peu plus éloigné, mais au-delà de cela, vous concevez avec moi qu'il y a peut-être aussi l'école qui devrait y prendre part, pour une petite part peut-être, mais très certainement, et puis aussi les associations sportives ou autres. On est d'accord là-dessus, sur ce constat ou pas? Tout à fait. Oui. Si ces personnes-là sont des personnes qui apprennent à prendre soin d'elles. On est d'accord, on est bien d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait que chacune de ces personnes-là puisse avoir le mode d'emploi, et c'est peut-être la dernière chose de la Terre dont elle est dépositaire, à vous entendre. Tout à fait. Oui, oui, on est encore dans un monde qui va très très vite et même de plus en plus vite. Quand on entend que des jeunes de 13 ans sont stressés, il y a quand même des questions à se poser. Quand on n'a pas de responsabilité, qu'on n'a pas à payer des factures, qu'on n'est pas responsable de quelqu'un d'autre que soi, comment se fait-il qu'à 13 ans on soit stressé au point d'aller consulter ? Donc, il y a vraiment aujourd'hui une accélération dans tous les sens et une accélération du bien, mais une accélération du moins bien aussi. Et il nous faut réfléchir, en effet. Donc, être en équilibre, être en paix, ce qui est donc l'inverse du stress, requiert une pratique quotidienne.
Ça ne se fait pas comme ça. On n'y a pas droit parce qu'on est les élus ou on n'y a pas droit parce qu'on a fait des mauvaises choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est quelque chose qui se pratique. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Et nous pouvons en fait tous à peu près dire que nous avons connu dans l'enfance, quand nous nous développions cérébralement, nous avons connu des situations souvent répétées qui nous ont stressé, on va dire. Voilà. Donc stressé, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire presser. Si je presse quelque chose, évidemment qu'il ne va pas se développer harmonieusement. D'accord? Donc, on a par exemple cette étude aux États-Unis qui s'appelle l'étude ACE, A-C-E, qui est une étude qui répertorie les facteurs traumatiques dans l'enfance qui donnent lieu à des maladies et des problèmes sociaux à l'âge adulte. Et je ne vais peut-être pas être exhaustive, mais la liste de ces facteurs, c'est par exemple le premier, c'est le divorce. Donc le divorce fait partie d'un traumatisme de l'enfance qui a un impact sur le développement de l'individu et un lien est fait directement entre cela et des problèmes de santé et des problèmes sociaux à l'âge adulte. Alors je vous parle de ça évidemment, moi je suis divorcée, donc j'assume pleinement le fait que j'ai fait vivre ça à mes enfants, mais justement le sachant et le comprenant bien, je suis plus à même d'accompagner, d'accueillir et de mener des actions réparatrices, évidemment, suivant mes enfants qui sont différents, évidemment. Donc on a le divorce, on a la violence physique à la maison, on a la violence psychologique, on a évidemment les agressions sexuelles, mais on a aussi les problèmes financiers, la maladie d'un parent, la dépression d'un parent, l'alcoolisme d'un parent, l'absence d'un parent. Tout simplement, un papa par exemple qui a dû partir, qui a dû changer de ville, changer de pays et qui n'est pas présent. Tout cela sont des très très grands facteurs de risque qu'on appelle les ACE, c'est Adverse Childhood Experience, donc c'est les expériences adverses de l'enfance qui en fait ont un impact énorme parce que nous sommes trop petits pour les vivre en fait et les absorber. Bouclons sur cette idée-là. Cela signifie que s'il n'y a pas de réaction, la boucle est infinie. La génération suivante elle-même ne saura pas plus que la précédente comment prendre soin d'elle-même et ne transmettra rien de nouveau à ses enfants. Nous sommes d'accord? Oui. S'il n'y a pas de réaction. C'est cela. Oui. C'est là où vous intervenez. C'est là où vous intervenez, ou en tout cas, à votre niveau, vous dites on ne peut pas laisser les choses comme cela. Et donc, vous avez, vous, tout un processus très calme, très doux, mais en tant que life coach, qui vous permet de dire, allez, venez ici, on va apprendre, je vais vous apprendre à prendre soin de vous-même. Expliquez-nous, on fait comment? En fait, apprendre à prendre soin de soi, cela veut dire d'abord reconnaître qu'on est en hypervigilance du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'au dimanche, vacances scolaires comprises. L'hypervigilance, je vulgarise énormément évidemment, parce que c'est important que tout le monde puisse comprendre ça, parce que c'est très simple d'abord, et ça n'a pas à être une information qui est gardée par des experts, ça doit être très très simple. Les traumatismes vécus dans l'enfance quand nous étions petits nous ont marqués énormément. Ils nous ont marqués sur plusieurs plans. Notamment, ils ont dérégulé notre système nerveux qui est resté activé en mode action-réaction, survie, danger, si vous voulez, menace. Cela occasionne des pics de cortisol, l'hormone de stress, des pics qui restent élevés. Et ça donne à un enfant, un adolescent, un jeune adulte qui est habitué à fonctionner en hypervigilance constamment. Le problème, c'est que ça donne un individu dont les caractéristiques et les qualités vont être valorisées par la famille et la société, parce que ça donne un individu perfectionniste, qui va tout contrôler, qui a le sens du détail, qui est ponctuel, qui arrive à l'avance, qui fait plus que son travail, qui ne dit jamais non, qui ne fait jamais de vagues, qui ne va jamais dire stop, qui ne va pas se plaindre, qui ne va pas tomber malade, etc., et qui ne demandera pas d'aide. Donc, c'est des gens très responsables. C'est des gens qu'on veut absolument avoir autour de soi, que ce soit dans la famille ou dans le travail, parce qu'ils sont exceptionnels pour les autres. Simplement, ce sont des personnes qui ne savent pas réguler cette hypervigilance et qui, au bout d'un moment, vont s'user.
On sait qu'on a beaucoup de cas de burn-out, hommes et femmes. Ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus vulnérables à la dépression, au burn-out, à la prise de poids, puis les maladies. Et qui vont être en fait en stress chronique. Ces personnes-là, évidemment, si ensuite on leur dit prenez soin de vous, mangez correctement, faites du sport, prenez du temps pour vous, c'est impossible. Elles ne peuvent absolument pas s'inscrire là-dedans. Et pourtant, elles savent, parce qu'elles sont intelligentes, elles comprennent, elles lisent, elles entendent ce qu'on leur dit. Elles savent très bien qu'évidemment, il faut des pauses, il faut du repos, il faut passer du faire à l'être, il faut une alternance entre l'action et le repos. Mais simplement, c'est comme si ça n'était pas possible, elles ne sont comme pas câblées pour pouvoir le faire. Et évidemment, au bout d'un moment, avec les accidents de la vie, le stress, pour une femme, des grossesses qui évidemment mettent à mal le système hormonal, des responsabilités, un nouveau travail, un déménagement, n'importe quoi, eh bien, les personnes vont commencer à ralentir, c'est-à-dire panne d'énergie, trop de stress, et donc on voit un fonctionnement qui commence un peu à se gripper, une joie de vivre qui va peut-être commencer à flancher aussi, et des symptômes différents pour chacun et chacune d'entre nous, qui indiquent que, en fait, la qualité de vie, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, on a tous droit à cela, la qualité de vie est en train de baisser. Voilà. Donc, en effet, on ne peut pas dire, mais enfin madame, arrêtez de manger du sucre, arrêtez de manger du chocolat, arrêtez de boire du café, arrêtez de boire de l'alcool, faites du sport. C'est pas possible d'utiliser l'impératif dans ces cas-là. On est obligé de faire de la psychoéducation et de faire comprendre à cette personne pourquoi elle fonctionne comme cela aujourd'hui. Les réponses sont dans l'enfance. Elles sont dans le premier environnement psycho-affectif, parental, familial. C'est là où on a tout appris. C'est là où on a tout appris, c'est là où on a tout absorbé, tout imprégné. Et souvent, on ne fait plus le lien, parce que c'est passé. Mais le passé, pour quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans son enfance, il n'est pas derrière. Il se réactive dans le présent constamment. Et c'est insupportable parfois. Donc vous dites, je reprends, il y a des traumatismes de l'enfance qui nous habitent encore chaque jour. Ils se réactivent, ils se réalimentent au gré de nos expériences quotidiennes. Et ça, dites-vous, cela va entraîner un certain nombre de symptômes et même de maladies profondes. Symptômes dont le premier est le stress chronique. Et nous ne sommes pas faits pour le stress chronique. Non. Le stress, si je vous reprends, est si je répète ce que vous avez dit, c'est quelque chose finalement d'assez bénéfique lorsque cela vient. Lorsque cet état de vigilance vient simplement nous aider sur un danger, mais lorsque c'est répété toutes les 20 secondes, ce n'est plus de la vigilance, c'est de l'usure complète de l'organisme. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui, c'est tout à fait ça. Et quand vous avez un toit sur votre tête, un travail, des amis, un compagnon, une compagne, quelques loisirs, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entre nous, on ne devrait pas vivre la menace constante. Pourtant, c'est ce que vit notre système nerveux. Mais si nous ne comprenons pas notre système nerveux, si nous ne comprenons pas la mémoire traumatique, si nous ne nous reconnectons pas à ce que notre corps nous dit, parce qu'il parle toute la journée, alors nous passons complètement à côté du sujet et nous pouvons aller vers des pratiques de vie, vers des choix, vers des comportements qui vont être nocifs pour nous. Par exemple... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Comportement nocif, exemple. Par exemple, l'alcoolisation, qui est en fait une façon d'anesthésier des émotions difficiles et douloureuses. Comme on ne sait pas quoi en faire, il faut qu'on enlève la prise du mur. Et c'est un réflexe tout à fait intelligent d'ailleurs. L'être humain va toujours vers sa survie. Malheureusement, il peut utiliser des moyens qui évidemment vont être nocifs pour d'autres parties de son fonctionnement. Donc l'alcool par exemple est une médicamentation comme l'utilisation de drogue. Je vais utiliser du cannabis parce que j'ai besoin d'éteindre ou de faire baisser, de diminuer certaines émotions que je ne sais pas réguler. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être la même chose pour la nourriture. Je vais m'alimenter d'une façon à combler
des besoins affectifs qui sont insupportables. Je ne peux même pas aller y penser tellement c'est douloureux. Hein. Donc, nous avons mis en place des stratégies de survie qui nous permettent d'être fonctionnels. Mais est-ce que le but de la vie, c'est seulement d'être fonctionnel? Moi, ça n'est pas évidemment la façon avec laquelle je vois la vie. Je crois que nous sommes là pour transmuter, réparer des choses anciennes, transgénérationnelles d'ailleurs, guérir des choses que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas pu guérir. Ils n'en avaient pas les moyens. Nous les avons aujourd'hui. Et puis aussi permettre à nos enfants de ne pas, eux aussi, porter des fardeaux trop anciens et leur apprendre aussi à transformer. Alors que faire? S'il y avait une ou deux clés à nous donner aujourd'hui pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes, que faudrait-il faire? D'abord, peut-on le faire seul? Pardon, peut-on le faire seul? Oui. Doit-on se faire accompagner? Alors, je crois en effet qu'on peut faire beaucoup de choses seul. Et puis, encore plus quand on est dans ce cas de figure et qu'on est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui a dû apprendre à faire seul. Donc, on sait faire seul. Cependant, on va tout seul jusqu'à un certain point. Et quand on fait toujours seul, on est encore dans quelque chose de l'ordre de la vigilance, du contrôle, de ne pas se plaindre et de ne pas laisser les autres venir vers nous, nous toucher, nous aider, venir dans notre vulnérabilité. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses seul, évidemment. Ce que l'on veut, c'est retrouver plus de douceur avec soi-même et un rythme plus doux, c'est un rythme plus lent également. Douceur, lenteur, ce seraient vos deux conseils? Oui, parce que c'est très simple en fait pour quelqu'un de regarder sa journée du matin jusqu'au soir. Il y a combien de petites bulles de douceur et de lenteur? Et je crois qu'aujourd'hui, on peut tous dire qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il faut aller vite, il faut faire beaucoup, tout le temps. Et les temps de repos sont malheureusement beaucoup moins qualitatifs que les temps de performance, d'action. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, nous sommes tous dans un fonctionnement de notre système nerveux qui est déséquilibré et qui est beaucoup trop souvent en action. Et malheureusement, nous le payons au niveau état émotionnel et état physique. Soyons plus doux. Première injonction, quand je dis première injonction, premier conseil en tous les cas, et je vous en remercie. Quelques exemples quotidiens, être doux avec soi-même, ça pourrait donner quoi? Ne pas se lever trop vite, ne pas être réveillé par un bruit strident d'un téléphone qui aurait dormi à côté de nous toute la nuit, ne pas se réveiller avec une liste de tout ce qu'on doit faire pour la journée et le stress qui va avec, se réveiller dans la lenteur en prenant le temps d'étirer son corps, de le réveiller, de l'énergiser, prendre le temps d'embrasser les gens que l'on aime, prendre le temps de se nourrir de façon liquide ou solide avec des aliments faits avec amour, avec des aliments qui vont nous faire du bien, prendre le temps, se regarder dans le miroir avec un regard bienveillant et non pas critique pour la tête qu'on a ce matin-là, par exemple. Donc prendre le temps de se regarder. Vous dites aussi. Oui. Vous avez dit prendre le temps de se nourrir. Est-ce que ça signifie pour vous qu'il s'agit de cuisiner? Quand je dis cuisiner, ne fût-ce que de cuire des légumes, de se préparer. Voilà, on se prépare ses repas. On ne va pas chercher des repas tout faits, tout préparés. Tout à fait, tout à fait. Les produits transformés sont une fausse bonne idée. C'est une idée qui dit vous pourrez travailler plus en prenant moins soin de vous. C'est une idée absolument atroce, évidemment, et nous devons absolument réfléchir à cela et passer tout de suite à l'action. Et ça va très très vite. Hein. Prendre un gâteau, préparer un gâteau. Moi, j'ai 3 enfants et un mari gourmand. Donc, préparer un gâteau, ça va très, très, très vite, en fait. Hein. Ça n'est pas quelque chose de long, de fastidieux, de difficile. On peut écouter de la musique pendant ce temps. On peut faire des petits mouvements de gym. On peut ou écouter quelque chose de drôle qui va nous permettre de démarrer notre journée dans une très bonne énergie. Donc, oui, c'est faire nous-mêmes, évidemment. En tout cas, les aliments que nous portons à notre bouche ont une énergie, ils portent une information. Quelle est-elle?
Quelle est-elle? Est-ce que c'est celle de allons de plus en plus vite et ne prenons le temps de rien, ou bien prenons le temps, choisissons, soyons dans la lenteur, dans la douceur, dans la connexion, dans la relation, dans la conscience de ce que nous faisons. Parce que ça nous équilibre, ça nous calme, ça calme notre système nerveux. Donc il y a énormément de bénéfices à fonctionner comme ça. C'est ça aussi. Vous avez ajouté quelque chose. Non seulement soyez doux avec vous-même et soyez dans la lenteur, mais soyez conscient de cela. C'est-à-dire appréciez tous ces moments que vous vous offrez dans une douceur et dans une lenteur retrouvée. Oui, et c'est là où le travail sur les traumatismes du passé est essentiel. Pourquoi est-ce qu'on va vite? Parce que la société nous le demande. Mais pourquoi est-ce qu'on va vite? Pourquoi on est toujours entouré? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de lire, d'écouter ou de parler à quelqu'un? Pourquoi on n'a pas de temps qualitatif de solitude et d'intériorité? Parce qu'évidemment, tout ce qui va émerger et venir à notre rencontre, dans tout cela, il y a aussi des choses très douloureuses, parfois même terrifiantes, parce qu'un enfant est vite terrifié, et que ces choses-là, on les met à distance. Donc c'est aussi pour cela qu'on va vite, qu'on remplit, qu'on fait tout un peu à la va-vite, qu'on est dans une multiplicité de stimuli dans tous les sens, parce qu'il y a un peu une fuite finalement d'avec soi. Et moi, ce que j'accompagne, c'est la rencontre avec soi. La rencontre des parties qui vont bien, mais la rencontre aussi avec les parties qui ont souffert et qui nous demandent notre attention aujourd'hui, évidemment. Douceur, lenteur, merci beaucoup pour ces deux conseils. Vous-même d'ailleurs, au-delà des coachings individuels que vous pratiquez, donc sur demande des uns et des autres, vous allez organiser ou vous organisez de façon assez régulière des stages pour apprendre tout ce que l'on ne nous a pas tout à fait ou pas du tout appris. De quoi s'agit-il exactement? En quoi consistent vos stages? Alors, les séjours Nouveau Souffle sont des expériences immersives en tout petit groupe intimiste. Petit groupe, c'est 5, 6 personnes? Non, ce sera plus 10, 15. D'accord. Non, juste pour avoir une idée. D'accord, 10, 15 personnes. Nous sommes dans quelque chose d'un peu hybride entre le coaching individuel personnalisé et les ateliers collectifs où nous profitons des expériences des uns et des autres et nous nous enrichissons au contact de la vulnérabilité des uns et des autres, parce que ce que partage l'un, évidemment, tous les autres vont résonner. Pourquoi? Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes à la fois uniques et à la fois totalement interconnectés. Et moi, je le vois depuis 15 ans que j'accompagne les personnes, nous avons tous expérimenté les mêmes émotions. Alors nous n'avons pas tous eu la même vie et les mêmes épreuves, mais nous avons tous expérimenté les mêmes émotions. Et nous avons tous souffert des mêmes choses et des mêmes manques. C'est pour ça que nous avons beaucoup à gagner de nous réunir et de parler ensemble avec beaucoup de sincérité. Et moi, j'ai toujours vu ça dans les groupes que j'ai animés, des déclics, des prises de conscience, des réalisations très belles, très profondes, qui se font de façon très naturelle quand on est ensemble et en lien dans un climat de sécurité. Donc les séjours Nouveau Souffle, c'est vraiment une parenthèse où vous extrayez de votre quotidien et vous venez faire un reset, en fait, on pourrait parler de cela comme ça, une réinitialisation. Alors c'est très préparé en amont, puisque le séjour de chacun sera complètement personnalisé, parce que nous étudions les besoins et là où on est, chaque candidat au séjour, pour pouvoir construire une feuille de route très précise de toutes les pratiques qu'il va pouvoir expérimenter au fil des jours. Il y a 5 journées qui vont permettre de réguler le système nerveux, de revenir à un état de calme et de paix intérieure. Et lorsqu'un souvenir difficile émerge, évidemment qu'il pourra être travaillé, étudié, compris, accepté dans la compassion pour soi et pour ceux qui nous ont élevés, évidemment. La compassion qui est un moteur de transformation absolument. On ne peut pas se transformer à partir du jugement de soi. Imaginons, je m'inscris sur ce stage Nouveau Souffle. Bien avant le démarrage du stage, je suis en coaching en ligne avec vous? Oui, complètement. Oui, il y aura une anamnèse
très exhaustive, beaucoup de questions auxquelles répondre pour que je sache exactement qui est qui et qui est-ce que j'accueille lors de ce séjour, parce que nous sommes tous uniques et nous avons vraiment des spécificités qui sont importantes et auxquelles je dois être attentive. Et puis, nous avons un entretien, évidemment, déjà un premier entretien, puis un deuxième, pour qu'en fait nous commencions le travail d'accompagnement avant que vous arriviez au séjour. Et au moment où j'arrive, cela va durer combien de temps, ce stage? 5 jours. 5 jours. Du mardi au samedi. 5 jours en immersion. On reprend à ce moment-là, pendant les 5 jours, que reprend-on? Je ne vais pas vous demander tout le programme, mais quels sont les grands standards que vous allez développer? Nous allons pratiquer le fait de prendre soin de soi pour expérimenter ce que cela nous apporte. Et pour pouvoir évidemment débriefer, analyser et mettre du sens et de la clarté sur tout cela. Donc chaque participant aura tous les jours un massage avec un professionnel, du coaching avec moi, un atelier thématique avec moi, un atelier de yoga. Nous irons faire des marches dynamiques dans un cadre absolument fabuleux. Il y a évidemment un spa sur place, donc tout ce qui nous donne du confort, de la beauté, du plaisir, de la détente, du lâcher-prise, et évidemment tout cela concourt au fait de rencontrer des parts de soi qui ont été blessées dans un processus très naturel, très doux, qui n'a pas à être fait de peur et de souffrance et de crispation. Voilà. Évidemment, nous allons parler nutrition, nous allons parler de sommeil, nous allons parler d'expression émotionnelle, de relation aux autres. Et le fait de voir comment chaque personne va réagir à ces nouvelles pratiques et à tout ce coaching, de jour en jour, évidemment, chacun va pouvoir dépasser des étapes de clarté, de compréhension et aussi de nouvelles habitudes à ramener chez elle ou chez lui, sachant que le séjour est suivi par un mois de webinaires et de séances individuelles. On voit bien que vous-même, vous êtes mise à contribution. Est-ce que la nature est également mise à contribution? Je veux dire, est-ce qu'il y a de longues promenades, par exemple des promenades méditatives ou d'autres choses équivalentes, par exemple? Tout à fait, tout à fait. J'ai longtemps fait des séminaires dans les grandes villes de France, Suisse et Belgique pour que ce soit plus pratique pour les personnes de me rejoindre. Et j'y étais très, très malheureuse exactement pour cette raison-là. Il y a vraiment une reconnexion à faire avec son corps, qui est une reconnexion qui passe, une reconnexion à la nature, en fait. La reconnexion à la nature va nous mener directement à la reconnexion au corps. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc évidemment, on est dans un écrin de nature, une nature qui nous inspire, qui nous renforce, qui est toujours là, qui est toujours soutenante, qui n'est pas conditionnelle. La nature, elle nous offre de façon inconditionnelle, donc c'est une très grande enseignante. Et donc évidemment que nous serons dans la nature tous les jours pour nous ressourcer, pour bouger, pour éliminer, parce que nous en avons besoin, tout simplement. Donc un stage, je reprends, stage Nouveau Souffle, séminaire Nouveau Souffle, 5 journées. En réalité, cela démarre bien avant. Et l'objectif de ces 5 journées, c'est d'apprendre enfin à prendre soin de nous-mêmes. J'imagine que vous avez des personnes, Annabelle, que vous devez suivre, ne fût-ce qu'en coaching individuel depuis pas mal d'années. Oui, tout à fait. Et que vous avez vu leur transformation? Oui, ça c'est quelque chose qui est toujours très très beau, en effet, de pouvoir être témoin des prises de conscience et des décisions, parfois très très différentes, de personnes qui n'allaient pas bien, qui n'aimaient pas leur vie, qui n'arrivaient pas à être elles-mêmes et qui tout à coup découvrent en effet leur être profond, je dirais, et que en fait les choses sont simples, il suffit d'être soi. Mais pour accéder à cela, il faut en effet prendre soin de soi. Et ça, donc, vous l'avez vu, vous avez vu les personnes se transformer. Est-ce que la même transformation s'effectue ou va s'effectuer durant ou après ces stages Nouveau Souffle? Je crois que pour se transformer, on a besoin de plusieurs choses.
et pas toujours au même moment. On a besoin de confiance dans la relation à l'autre, évidemment. Euh, Avoir confiance que quand on va pas bien, on sera accepté et soutenu, mais quand on va bien aussi, on sera toujours accepté et soutenu. Avoir un rythme qui nous convient. Moi, je crois beaucoup à un rythme assidu qui favorise la répétition, l'installation des nouvelles habitudes, les bilans successifs. Et puis, je crois beaucoup à une relation de confiance dans la durée. De toute façon, le changement a besoin de temps. Euh, on est aussi beaucoup dans une société qui nous promet et nous propose des choses extrêmement rapides. Je crois qu'on peut avoir un déclic. Moi, j'ai créé cette expérience immersive parce que je sais que l'immersion permet vraiment des prises de conscience très importantes qu'on a difficilement quand on est en famille, au travail, avec ses amis tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'être toujours le même ou la même tous les jours. Les gens s'attendent à ce qu'on soit toujours le même ou la même. Or, une expérience immersive nous permet de ne plus être cette personne et d'aller découvrir d'autres façons de faire, de réagir et de ressentir en toute sécurité pour ensuite choisir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Tout est basé sur les prises de conscience que l'on peut avoir. On est tous capables de transformer notre mode de vie si on a les prises de conscience qui nous le permettent. Donc, certaines personnes sont très rapides, ont des fulgurances, évidemment, mais la plupart d'entre nous, nous avons besoin d'enraciner la confiance, donc nous avons besoin de nous rencontrer, de nous revoir, de reprendre des discussions, d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je prépare le séjour en amont, qu'on est là ensemble 5 jours, dans un cadre qui ne favorise pas la distraction dans les restaurants et les magasins dès la fin du stage, mais plutôt on reste ensemble sur ce même lieu très ressourçant, très cosy, très confortable. Et puis on va poursuivre après le séjour en visio. On va se retrouver à nouveau parce qu'on ne se lâche pas la main comme ça brutalement et qu'on sait que les choses s'installent dans la durée, dans le temps. Et on vise ainsi à la transformation de chacune des personnes qui participent à ces stages Nouveau Souffle. Tout à fait. Une transformation, bien sûr, respectueuse de là où on en est et de vers quoi on veut aller. Et une transformation qui ensuite se fait dans l'autonomie de retour chez soi. C'est très important et gratifiant. Quelle est la fréquence de ces stages? Eh bien, ce qui est prévu pour l'instant, c'est 1 fois par mois en Andorre, là où je vis. On prend le train, on arrive sur place et là vous nous accueillez, c'est ça l'idée. Et ensuite ça démarre. On prend le train, on prend l'avion, on vient avec son véhicule, on fait comme on veut, mais en tout cas, le fait de partir faire ce séjour, en effet, il s'appelle Nouveau Souffle, donc je crois que la promesse est assez claire et je crois qu'on est nombreux à arriver à un moment de notre vie où on est un peu en apnée du matin jusqu'au soir, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire qui nous plaisent très souvent. Mais en fait, on a tellement multiplié les oui qu'il n'y a plus beaucoup de place et de temps pour soi. Et ça, je crois que dans une démarche préventive de santé, c'est très important. Merci beaucoup Annabelle pour l'ensemble de ce panorama et surtout voilà, c'est note d'espoir. Nous pouvons reprendre le cours de notre propre vie en prenant soin de nous-mêmes. Je résume. Tous, nous avons vécu dans notre enfance des moments qui ne nous sont pas apparus peut-être sur l'instant très désagréables, mais qui ont été traumatisants. Et surtout, ceux qui avaient en charge le fait de prendre soin de nous, eh bien, ils n'ont pas toujours été présents. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'un constat. Et vous dites, tout ceci va avoir des conséquences, évidemment, sur la vie de l'enfant qui devient petit à petit un adulte. Ces traumatismes-là ne disparaissent pas, ils vont se transformer, ils peuvent se transformer dans le corps, ils peuvent se transformer en maladie, ils peuvent se transformer en un inconfort. Et vous dites, ça, c'est relayé encore aujourd'hui par la société qui dit d'un côté, mais surtout, soyez heureux, soyez dans le confort, prenez soin de vous. Et de l'autre côté, dites-vous, des personnes qui poussent la porte de votre cabinet, qui parfois sont en burn-out, qui ne savent plus où elles en sont, etc., etc. On peut reprendre le cours de cette vie-là, ajoutez-vous, tout simplement en apprenant à prendre soin de soi, enfin. Et vous dites qu'il y a au moins 2 clés
que nous devrons réapprendre, c'est celle de la douceur et celle de la lenteur. Et vous avez ajouté un mot très très important, tout ceci se fait avec un regard de compassion. C'est-à-dire finalement une présence extrêmement aimante, la vôtre, auprès de l'ensemble des personnes, 10 ou 15, qui viendront un jour suivre vos stages, le nouveau souffle, à Andorre, 5 journées, mais dont la préparation aura démarré longtemps en amont et qui se poursuivra longtemps après d'ailleurs, de façon à opérer de façon définitive, bien assise, bien fortifiée, la transformation souhaitée. Annabelle, une dernière chose. Allez, avant même ce stage, que serait-il bien de changer dans le quotidien de nos vies un seul conseil qui nous permettrait déjà un tout petit pas? Bon, alors, j'essaye de chercher un conseil Un tout petit pas. qui fasse plaisir, parce que mes conseils souvent ne font pas plaisir. Vous voyez, quand je dis arrêtez le café, arrêtez l'alcool, couchez-vous tôt. Alors, je vais dire couchez-vous tôt. Voilà. Vous vous couchez tôt, vous allez pouvoir vous lever tôt sans aucune difficulté. Et vous pouvez donc avoir 2 heures, 3 heures à méditer, à travailler si vous voulez vous avancer sur vos dossiers, à aller vous balader, à faire du sport, à vous préparer un bon petit plat avant que la journée de tout le monde commence. Et ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc, se coucher tôt, ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Oui, les excitants naturels, surtout le café. J'étais très, très, très accrochée au café pendant très longtemps parce qu'il me permettait des shoots de focus, de créativité, d'inventivité. C'était extraordinaire. Et j'avais du mal à m'en libérer. Malheureusement, le café a des effets excessivement nocifs aussi. L'arrêter va nous aider beaucoup à quitter cet état d'hypervigilance. Parce qu'en fait, le café, accélérant notre rythme cardiaque, nous met dans l'hypervigilance. Donc, nous met à nouveau dans cet état de survie, danger face à une menace qui va nous rendre absolument impossible la tâche de prendre soin de nous. Merci. Voilà le petit conseil. Merci beaucoup, Annabelle. Allez dormir tôt, cela vous donnera des heures avant l'aube, des heures avant la fureur du monde, de façon à ce que vous puissiez lire, marcher, simplement reprendre le goût à cette journée qui démarre. Et puis d'un autre côté, supprimer le café, vous dit Annabelle, tout simplement parce que c'est vrai que d'un côté, le café peut être, un excitant, oui, et donner de la densité à vos minutes ou à vos heures, mais d'un autre côté, il peut être très nocif, et le mieux, ce serait de le supprimer. Merci 1000 fois, Annabelle, pour les conseils que vous nous avez donnés, et puis pour toutes ces perspectives pleines d'espoir que vous dessinez devant nous, avec des clés très précises, douceur, lenteur. Encore une fois, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ici, nous n'avons fait que brosser de façon presque superficielle, d'ailleurs, tout ce que vous allez voir avec vos bénéficiaires, avec tous les stagiaires qui viendront dans vos stages. Merci, belle journée à vous, belle soirée à vous. Merci beaucoup Thierry, merci à tous.